n'essayez pas d'être intelligent, soyez clair. Dans la vie, hormis la mort, rien n'est grave. Je sais plus qui disait cette phrase qui est un peu dure, mais en même temps voilà, qui a des côtés intéressants. Personnel, c'est quoi votre personal branding? C'est quoi ce qui va vous rendre singulier au vu des autres et d'une certaine manière inoubliable, pardon. Quelles sont vos forces? Bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce live. Bonsoir Maxence. Salut Lucie. Merci d'être avec nous ce soir. Le temps que les participants se connectent, je vais simplement dire un petit mot du RASO avant de te présenter à nos auditeurs. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc moi, je m'appelle Lucie Bévillard, je suis chargée de mission pour le RASO, qui est l'association des anciens scouts et guides d'Europe et des aînés, et qui vise à voilà, faire rayonner le scoutisme dans la société, et notamment dans le monde du travail. Et c'est l'objectif de nos conférences qui portent sur la vie professionnelle. Voilà, vous pouvez retrouver à l'agenda le programme des conférences, et je dirai un petit mot à la fin de celles qui vont arriver là pour octobre, novembre, décembre sur voilà, la vie professionnelle et comment vivre notre engagement scout pour ceux qui ont été scouts au sein de la vie professionnelle, et pour ceux qui ne l'ont pas été, comment s'inspirer de ce que peut nous apporter le scoutisme en entreprise. Bonsoir à tous. Donc, Maxence, tu es professionnel en RH à la tête d'une société de recrutement spécialisée dans le recrutement de commerciaux. Et tu es formateur sur beaucoup de sujets qui touchent à la vie professionnelle, euh, technique commerciale, euh, technique RH et au-delà de ça, la- le développement de nos soft skills en entreprise. Et tu es également ancien scout et tu vas nous parler ce soir de 10 soft skills qui sont celles que tu as peut-être travaillé le plus ou qui sont là, les plus déterminantes à travailler dans le monde professionnel. Donc 10 soft skills pour performer en entreprise. Vous avez un chat, le Q&A en bas de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions. On gardera un temps de questions pour la fin. Si vos questions viennent, voilà, pour ne pas les oublier, vous pouvez les poser. Je les poserai à la fin de notre échange à Maxence. Et si jamais ce sont des questions qui ont besoin d'être posées tout de suite, je me permettrai, Maxence, de t'interrompre si c'est pour clarifier un propos ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer librement. Voilà, et bien, Maxence, je te laisse la parole. Ben merci beaucoup Lucie. Donc en effet, moi je suis un habitué du RASO et j'aime beaucoup ce petit webinaire parce qu'il permet d'aborder pas mal de thématiques, spécifiquement de la vie en entreprise et l'importance des soft skills. Alors l'étude tombe un peu à pic parce que j'ai vu qu'il y avait eu une étude qui a justement été commandée par le RASO concernant les soft skills. Donc j'ai fait un petit partage rapidement euh, de quelques informations, mais enfin voilà, 87% des anciens scouts sont bénévoles versus 33% du grand public. 93% jugent l'expérience scout utile dans leur carrière et le bien-être estimé des anciens scouts est à 7,9 sur 10 versus 6,3 sur 10 pour le grand public. Donc tout ça, c'est une étude qui a été faite par l'IFOP, donc c'est quelque chose de très sérieux. Donc on plaisante pas, mais en gros, c'est pour vous montrer vraiment l'importance, finalement, l'importance des savoir-être et d'ailleurs, comme quoi l'engagement associatif, l'engagement dans des causes, faire de l'expérience, aller de l'avant, va pouvoir aussi vous permettre de révéler ces soft skills et de faire la différence. Et d'ailleurs, pour terminer cette introduction de manière plus générale, aujourd'hui, il est extrêmement simple, enfin, il devient de plus en plus simple d'apprendre de nombreux hard skills, comme on dit, donc des compétences dures,
Typiquement, aujourd'hui, on parle beaucoup de faire à la place du développement, de faire du no-code ou avec ChatGPT, il est de plus en plus possible même de faire du développement directement via cela. Attention, je ne suis pas en train de tout simplifier, il y a encore beaucoup de compétences dures qui prennent du temps. Mais on dit que la durée de vie d'une compétence dure est de plus en plus faible, hein, et avec tout ce qu'il y a sur Internet, on peut apprendre énormément de choses. Presque toute la connaissance est sur Internet. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, à avoir en tête aujourd'hui. Et ce qui fait finalement que peut-être on va avoir plus d'opportunités, qu'on va avoir la possibilité d'aller sur des projets, sur des thématiques qui vont être différentes, où on va nous donner confiance, et ben ça vient beaucoup avec le pouvoir des savoir-être. Et les savoir-être, d'ailleurs, la différence est parfois fine parce que les savoir-être qu'on a, donc les compétences comportementales peuvent aussi se travailler et elles s'améliorent, elles s'améliorent et elles se travaillent. Et donc la limite entre compétences dures ou hard skills et soft skills est finalement assez ténue. Enfin voilà, parenthèse close, mais l'importance des savoir-être. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui pendant après une petite quarantaine de minutes et comme l'a dit Lucie, d'à peu près une dizaine de soft skills qui, il me semble, sont de réelles clés dans votre vie professionnelle et personnelle. Alors, n'hésitez pas à me dire si jamais vous n'arrivez pas spécialement à lire les écritures. Moi, c'est plus simple pour moi pour suivre en petit écran, mais je ne sais pas si Lucie, tout est bon de ce point de vue-là. Si tu Si, préfères si, que je je mette pense en... que ça va. Non, non, ça va. Alors, un premier point et qui me semble absolument indispensable, c'est évidemment la communication. Communiquer, j'ai le souvenir quand je commençais mon alternance, j'avais ma maître d'alternance qui m'impressionnait, que j'aimais beaucoup et qui m'impressionnait. J'avais du mal à aller lui parler, j'avais du mal à lui poser des questions et puis j'avais du mal à prendre les instructions. J'étais assez impressionné. Et plus je me suis mis à gagner de l'expérience, plus j'ai découvert que déjà la communication, ça se faisait souvent à deux. Et si on ne comprend pas tout dans une communication, c'est à la fois certes de sa faute, peut-être qu'on n'est pas toujours attentif ou autre, mais c'est aussi de la faute de l'autre personne. Donc c'est quelque chose, la responsabilité est partagée. Et donc il va falloir à la fois dans sa manière de communiquer, la développer, mais aussi être un facilitateur d'une bonne communication de l'autre. Et donc pour ça, il y a euh, de très nombreuses choses sur lesquelles on peut travailler, avec notamment le fait de développer son écoute active. L'écoute active, c'est un concept dont on entend beaucoup parler d'écoute active. Euh, on entend, on voit dans beaucoup d'articles les pouvoirs de l'écoute active. Mais finalement, qu'est-ce que c'est l'écoute active? L'écoute active, c'est écouter profondément l'autre personne. C'est ne pas aller seulement sur les mots que va dire la personne, mais c'est de comprendre réellement l'autre, d'acquiescer, de la mettre aussi dans une situation où elle ne se sentira pas jugée, où elle va pouvoir parler, où on va être à l'écoute et où elle va commencer à se livrer. L'écoute active, c'est aussi savoir reformuler les choses. Créer dans un échange au travail, reformuler ce qu'a dit l'autre personne pour être sûr qu'on ait bien compris, c'est évidemment des clés qui vont vous permettre d'améliorer votre communication. Développer sa communication non verbale, c'est bien connu, le fait d'avoir un message intéressant, mais d'avoir une voix très faible, de ne pas regarder dans les yeux, va évidemment donner moins d'impact à votre communication. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se développer. Et si je devais donner un conseil assez simple là-dessus, c'est ce qui est souvent dit d'ailleurs dans les formations d'art oratoire, euh, c'est la puissance du regard. Quand on pitch quelque chose ou quand on parle de quelque chose, un outil formidable pour éviter les pour éviter les gestes parasites, pour éviter de mal se tenir, c'est de bien regarder la personne en face de toi,
ou même de bien regarder son auditoire et de regarder chacune des personnes pour ne pas être dans sa pensée, pas être dans sa pensée profonde, mais être dans le moment. Donc ça vient beaucoup avec le regard. Et s'adapter à son interlocuteur, utiliser des mots simples, structurer son message. Il y a cette phrase d'Elon Musk qui est critiquable, hein, mais que je trouve très intéressante, où il dit: «N'essayez pas d'être intelligent, soyez clair». Et dans une communication en entreprise, on voit beaucoup, ou même dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens peuvent avoir tendance à se perdre dans les détails, utiliser des mots compliqués ou des références théoriques. Parler simplement, utiliser des mots simples et des verbes d'action. Enfin, voilà. Donc, c'est peut-être quelques petites pistes qui, je pense, vous permettent d'ajouter de la finesse à votre communication, d'ajouter de la clarté, de se centrer sur l'autre. Et c'est clairement des choses qu'on peut très facilement apprendre, soit par Internet, soit par des lectures. On parle aussi du concept de communication non violente, donc le fait de ne jamais accuser l'autre personne, mais de parler de comment est-ce qu'on a ressenti ce qui nous a été dit, de ne pas accuser l'autre de nous vouloir du mal, simplement parler de son ressenti et parler par la suite de ses besoins. J'ai été triste quand tu m'as dit cela, parce que j'ai besoin dans notre relation, j'ai besoin de me sentir, respecté, ou je sais pas. C'est un exemple. Mais enfin voilà, la communication, quand on aborde les thématiques d'écoute active, de communication non violente, de structuration de son message, d'art oratoire, on gagne tout de suite beaucoup d'impact et ça permet très facilement d'avoir accès à des opportunités ou de pouvoir, gagner en influence auprès des personnes de son entourage. Voilà, donc premier point avec beaucoup de choses, un petit peu fouillis, mais parce que c'est un point indispensable. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. J'aimerais parler d'un 2e point qui, je pense, est très important, et notamment, peut-être pour nous, scouts, cathos, c'est pas toujours simple de se faire respecter. On a un peu, je pense, cette réputation d'être les bonnes poires de service parfois. Voilà, on fait attention, on donne beaucoup aux autres, et finalement, sans toujours se respecter. Comme on dit souvent, c'est un peu comme dans l'amour, pour aimer les autres, il faut avant s'aimer soi, et beh, pour se faire respecter, il faut aussi se respecter soi. Se respecter soi, c'est, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est déjà prendre conscience de ce qui est important pour nous. Et prendre conscience de ce qui est important, c'est aussi avoir avec son temps, parce que le temps, évidemment, le temps ça va, le temps ça vient, mais le temps est pas éternel. Et commencer à se dire: ben oui, le temps que j'utilise pour faire telle ou telle chose, est-ce que je l'alloue vraiment sur quelque chose qui est important pour moi? Et commencer à avoir ce raisonnement d'allouer son temps sur des projets qui nous tiennent à cœur ou pour répondre à des objectifs. Ça va nous permettre aussi de séparer le bon grain du mauvais, et rapidement de pouvoir faire des choix et de poser ses limites. Parce qu'on entend beaucoup de choses, il faut savoir dire non, mais c'est pas simple de savoir dire non. Avant de savoir dire non, il y a tout un travail, au fond, qui se fait, de réflexion sur qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'on a souvent tendance à sous-estimer ce qu'on peut dire quand on pose ses limites auprès des autres, si on le dit dans la bienveillance, dans le respect, et en n'accusant pas l'autre, de nous vouloir du mal. En fait, tout le monde veut tirer la couverture de son côté et on veut pas bien faire, on veut pas mal faire, c'est comme ça, c'est la vie. Et par contre, nous, notre responsabilité, ce qui est de notre responsabilité, c'est de pouvoir poser les limites, poser ses limites. Et je le relis à cet article de la loi scout, le scout est courtois et chevaleresque, parce que à la fois courtois, parce qu'on sait dire les choses avec politesse, mais aussi chevaleresque, parce qu'on a un peu de bagou et on va savoir dire: «Bah non, j'accepte pas de le faire». Et c'est aussi savoir poser ses limites.
Voilà, et toujours, donc, comme mot-clé, la communication non violente avec ce livre absolument formidable. C'est Les mots sont des fenêtres, je crois. C'est l'ouvrage fondateur de la communication non violente qui est vraiment un chef-d'œuvre, hein. Vraiment, je vous invite à le lire. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le sens du collectif. Là, on est vraiment sur une thématique de développement professionnel, mais ça marche aussi dans la vie personnelle. Ce qui va faire aussi qu'on va prendre en responsabilité, qu'on va se faire bien voir, qu'on va pouvoir avoir accès à des responsabilités supplémentaires, c'est aussi dans sa capacité, euh, c'est vraiment de pouvoir engager un collectif, de pouvoir déplacer pas uniquement ses propres actions, mais aussi pouvoir engager des gens dans un projet, pouvoir coordonner et mettre de l'huile dans des rouages. Et ça, c'est une capacité absolument clé qui va faire que vous allez pouvoir passer d'un rôle de contributeur individuel à avoir des responsabilités plus importantes dans les organisations et avoir plus d'impact. Plus le problème que vous réglez est important et finalement a de l'impact, plus vous allez pouvoir être mis en valeur dans l'organisation. Et dans ce sens du collectif, on parle évidemment de capacité d'écoute. Comprendre finalement, quand on fait de la gestion de projet, qu'est-ce qui est vraiment important pour l'autre personne en face de nous, pour la personne avec qui on gère un projet? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on gère ce projet? Les personnes qui sont avec nous dans le projet, ben, qu'est-ce qui va les motiver? Qu'est-ce qui va être important pour elles? Au contraire, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas faire? Où est-ce qu'elles se sentent à l'aise? Pour réussir à développer son leadership, à aller plus loin que ce qui est dit, en écoutant, en allouant les actions des gens aux bons endroits. Et voilà, donc de définir clairement les rôles, de poser le cadre, de s'impliquer dans la vie de l'équipe, de l'entreprise, comme on l'a vu d'ailleurs dans cette étude sur les scouts. On se rend compte que les scouts ont cette tendance à s'engager beaucoup plus que les autres. C'est pour ça qu'il y a de très belles réussites professionnelles chez les scouts, parce qu'on est dans le don, dans le sens du collectif, on avance, et c'est très apprécié en entreprise. Je vous dis ça beaucoup parce que dans ma carrière aussi en entreprise, lors des comités pour des promotions de personnes ou lors des recrutements pour des postes stratégiques, évidemment que ah, mais tu vois, l'impact que cette personne a, il est très apprécié quand il fait des choses, il réussit à bien engager les gens, c'est un très bon manager, il n'a jamais de problème dans son équipe avec les gens qui managent. C'est tout. Et les gens qui ont ce genre de feedback, c'est des gens qui vont très très vite, très haut. Donc ça, c'est le troisième point, qui est le sens du collectif. Enfin, le quatrième point, c'est la capacité à réseauter. Le réseau, le fait de bien progresser dans sa vie professionnelle, c'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on est un bon élève et qu'on a 20 sur 20 à son interro qu'on va avoir la meilleure opportunité. C'est pas parce qu'on a fait parfaitement son travail en respectant toutes les règles qui nous ont été données qu'on va avoir la promotion. Euh, un des leviers de négociation les plus puissants, eh ben, c'est aussi qui connaît qui et est-ce que cette personne est appréciée. Et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et beaucoup de personnes, je pense, ont tendance à le sous-estimer. Et apprendre à réseauter, à créer des contacts et des opportunités, c'est quelque chose de très fort. Quand je vous dis de réseauter, c'est pas donner votre temps au tout venant. C'est aussi être stratégique dans votre réseautage. C'est, on peut évidemment, il y a deux manières de réseauter. Soit on sème et on récolte, qui est une manière très intéressante de faire du réseautage, mais il y a aussi une autre manière plus stratégique qui est de se dire ben, c'est quoi mes objectifs et du coup comment est-ce que moi je peux faire pour me rendre indispensable et pour créer mon réseau auprès des personnes qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. C'est pas du tout quelque chose de machiavélique, c'est juste une stratégie pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Et donc apprendre à réseauter,
c'est une compétence qui va nous permettre de pouvoir avoir accès aux opportunités peut-être que d'autres n'ont pas, d'avoir des connaissances, des informations qui remontent du terrain que peut-être d'autres personnes n'ont pas. Enfin voilà, c'est un atout formidable, que vous soyez d'ailleurs salarié ou même indépendant. Le levier le plus puissant pour avoir des clients quand on est indépendant, pour la grande majorité des freelances, c'est le réseau. Et d'ailleurs, c'est un des outils les plus puissants. Donc, on n'a pas envie de donner à quelqu'un qui est pingre. La personne, on lui donne et puis on sait qu'il va jamais redonner. Voilà. Ça marche une fois, mais ça marche très rarement deux fois. Le bon réseauteur, celui qui va avoir du succès, c'est la personne qui va donner, va beaucoup donner, 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 et qui par la suite va recevoir. C'est d'ailleurs tout ce qu'on voit dans le marketing en ligne. Dans le marketing en ligne, toutes les nouvelles méthodes pratiques de marketing, c'est on donne des e-books gratuits, on donne des infos gratuites, on donne des vidéos, on donne du contenu gratuit. Et en donnant ce contenu gratuit, on crée une certaine dette émotionnelle vis-à-vis de l'autre. Je rentre dans la psyché, dans des trucs peut-être un peu transactionnels. Je ne suis pas du tout en train de vous dire on donne pour recevoir, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on donne aux gens qui sont généreux, qui vont donner, qui vont s'intéresser sincèrement à l'autre. Et on ne donne pas aux gens qui sont pingres, qui vont faire attention. Ah, si je donne ça, il faut que je fasse attention. Non. La règle, c'est vraiment donc être généreux, donner, essayer de donner des coups de main autour de soi. Et vous verrez, c'est souvent comme ça qu'on a des très belles opportunités. Moi, j'ai aucun problème à dire que j'ai eu certains contacts clients avec leur asso parce que j'ai donné pas mal de conseils. J'étais ravi aussi de faire des petites conférences et je suis content de l'avoir fait parce qu'on crée de la valeur, on crée des opportunités, on crée des synergies. Il y a un bouquin qui est absolument incroyable là-dessus. C'est le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Tout le monde en parle de ce livre parce qu'il est très connu et c'est vrai qu'il est absolument passionnant. Donc je vous invite vraiment, si vous cherchez à développer vos compétences là-dessus, à vous renseigner. Et un très bon livre aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est Trouver le bon job grâce au réseau de Hervé Baumlard. Si vous voulez, je pourrais vous redonner les titres par la suite. Voilà. Celui-là, je vais passer peut-être un peu plus rapidement, mais j'ai vu tellement de gens extrêmement doués dans ce qu'ils faisaient ne pas réussir à prioriser les choses dans leur vie professionnelle. Allouer leur temps sur des actions qui ont peu d'impact et ne pas se concentrer sur le 80-20, donc sur le 20% d'actions qui va avoir 80% de résultats. Et je pense qu'une tâche, évidemment, quelque chose qui se développe, qui doit être développé pour gagner en impact, c'est notre manière de prioriser ces actions, de savoir dire non, de se dire ça va avoir de l'impact, ou même accepter de ne pas faire certaines choses, et de challenger ce qui nous est demandé de faire si vous êtes en entreprise. Ok, mais tu me demandes de faire ça, j'aimerais comprendre pourquoi. De challenger ce qui nous est demandé de faire et au maximum, d'essayer de définir des objectifs intelligents, mesurables au maximum avec ses responsables. Souvent, quand j'étais junior, j'ai fait un paquet d'erreurs à me lancer sur des projets avec des objectifs mal définis. Donc, réussir à bien les définir, des objectifs qui vont nous motiver, qu'on peut atteindre, qui dépendent de nous au maximum, ça va nous donner, enfin voilà, ça va nous permettre d'avoir de l'impact et de se concentrer sur les bonnes choses. Et parfois, je crois que c'est une phrase toute faite, mais c'est un ancien président des États-Unis qui disait si je devais couper un arbre et que j'avais 2 heures, ben, je passerais, je crois que c'est un truc comme ça, hein, je passerais 1 heure et demie à aiguiser ma scie. Et bien souvent, je crois que c'est une question
une question bien répondue et bien posée, je ne sais plus exactement comment c'est, mais je crois beaucoup à ça. Le fait de bien poser les choses, souvent, ça résout une grande partie du problème. Voilà, faire des points réguliers, ça, c'est des choses qui sont connues, mais réussir aussi à s'imposer en entreprise, à demander de dire qu'on a besoin de faire des points réguliers. La gestion de ses états internes. Alors ça, voilà, c'est un point que je pense très important d'ailleurs, et en lien aussi avec l'écoute active. Quand on se met à s'écouter, à comprendre quels sentiments on a, qu'est-ce qu'on ressent à tel moment, il va être évidemment beaucoup plus simple d'écouter l'autre. Parce que, et je dis ça notamment peut-être pour certaines personnes qui peuvent être un peu détachées de leurs sentiments, euh, réussir à s'écouter, à comprendre pourquoi est-ce qu'on est stressé, peut-être, c'est quelque chose qui va considérablement nous aider en termes de quotidien, ne pas essayer de se mettre justement dans des situations compliquées, mais donc réussir à s'écouter. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben oui, par moment, peut-être couper le portable quelque temps, couper la musique, rien faire quelque temps, et se dire, OK, mais aujourd'hui, je suis comment? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Quel ressenti est-ce que j'ai? C'est quoi? Quelle émotion est-ce que je ressens aujourd'hui? Euh, et ajouter de la granularité, de la finesse dans votre ressenti de comment est-ce que vous êtes aujourd'hui. Quelle émotion me traverse aujourd'hui? À cause de quoi? Pour essayer de comprendre finalement les émotions, c'est voilà, ça s'enclenche parce que ça signifie quelque chose. Parce qu'on a été peut-être dans une situation délicate et ça va nous aider justement à essayer d'arbitrer et à essayer, plus ça va, peut-être d'aller vers peut-être d'éviter certaines émotions, peut-être d'éviter certaines situations. Donc s'écouter, commencer à s'écouter pour écouter l'autre et pour avoir, enfin voilà, réussir à se rapprocher de ses sentiments. Euh, Je pense qu'il y a aussi quelque chose avec le fait de prendre du recul sur sa situation. C'est extrêmement simple de le dire. Chacun a des situations a des situations qui sont propres. Euh, Cela dit, je pense que si on a la possibilité peut-être faire du sport, réussir à sortir de sa situation quelque temps, prendre du recul, aller marcher pour peut-être prendre un certain recul vis-à-vis de sa situation. Et puis, je sais plus qui disait ça, mais dans la vie, hormis la mort, rien n'est grave. Je sais plus qui disait cette phrase qui est un peu dure, mais en même temps voilà, qui a des côtés intéressants. Alors, l'authenticité. Ça, je pense que c'est un soft skills qui est particulièrement intéressant et notamment à l'époque d'Internet. Les codes du marketing en ligne, c'est en gros, euh, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et souvent, les marketeurs qui ont des stratégies d'ailleurs très efficaces, enfin en tout cas, il y a des stratégies assez efficaces en termes de marketing, c'est d'être un petit peu clivant. Je ne vous demande pas d'être clivant pour être clivant. Mais il n'y a pas forcément de vertu à vouloir être aimé de tout le monde. Ça sert à quoi d'être aimé de tout le monde? En fait, une vertu, c'est peut-être aussi de se dire, euh, moi, je suis la personne que j'ai envie d'être et j'ai envie d'aller enfin, j'ai envie de tendre vers mes objectifs, qui sont des objectifs qui me tiennent à cœur. Et vouloir être le pote de tout le monde ou être apprécié de tout le monde, est-ce que c'est vraiment une fin en soi? Et renforcer une certaine authenticité en assumant sa personnalité, en prenant aussi parfois, pas forcément le contre-pied pour prendre le contre-pied, mais en étant soi-même, c'est quelque chose qui, premièrement, je pense, va permettre d'attirer les gens que vous voulez attirer, peut-être d'éloigner certains que vous aimez moins. Et
et développer de la confiance et des relations profondes. Je vous fais ce parallèle, d'ailleurs, Lucie, en tant que RH, peut-être que ça va te parler. Les entreprises ce qu'on appelle la marque employeur. En gros, la manière de communiquer d'une entreprise. Aujourd'hui, toutes les manières de communiquer des entreprises, quand elles parlent d'emploi, d'offres d'emploi, elles ont toutes la même manière de s'exprimer avec les mêmes avantages. Donc, en fait, on dirait, quand on lit des offres d'emploi, que c'est du clonage, hein, que c'est exactement la même chose. Donc, c'est des espèces d'annonces et de sites Internet avec des banques d'images sans saveur ni odeur, où finalement, on ne comprend pas quelle est la spécificité de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait sa singularité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes singulier? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va vous retenir? Et là, je vous dis ça à la fois d'un point de vue développement personnel, mais aussi d'un point de vue presque marque et marketing personnel. C'est quoi votre personal branding? C'est quoi ce qui va vous rendre singulier au vu des autres et d'une certaine manière inoubliable, pardon. Quelles sont vos forces et comment les assumer? Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment intéressante, c'est de se dire, voilà, moi, une force enfin, j'ai envie de développer ma singularité pour atteindre mes objectifs. J'ai pas envie d'être une personne qui plaît à tout le monde parce que peut-être que je vais me sentir rassuré et j'ai besoin d'attention. C'est un parti pris peut-être, voilà, justement, peut-être un peu cavalier que je vous dis, mais je crois profondément à ça, pour avoir des opportunités et pour créer de la confiance autour de soi. Parce qu'on se dira que la personne auprès de nous, eh ben, elle est authentique. Enfin, je vais vous parler de la stratégie. Alors, on parle beaucoup en coaching de vision. Il y a quelque chose de passionnant, ce qu'on appelle, j'ai fait pas mal, moi, c'est le rêve éveillé. Se dire, mais ok, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est quoi ma vie idéale? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui va faire que dans 20 ans, peut-être, si je me visualise, qu'est-ce qui va faire que je serai heureux? Ou quel est le futur qui m'attend? Et je me souviens, quand on m'a dit de faire cet exercice, je me suis dit, c'est marrant, pourquoi est-ce que j'ai jamais pensé à ça avant? De me dire, mais en fait, vers quoi est-ce que je tends? Vers où est-ce que je veux aller? Et donc vous dire, ben, en fait, c'est quoi la vie idéale que j'ai envie d'avoir dans quelques années? Et donc, qui dit vision, bah, pour atteindre ces visions, on dit des stratégies, et pour atteindre ces stratégies, bah, avoir des tactiques et des objectifs. Mais donc, avoir une stratégie de carrière, ça veut dire peut-être, si vous commencez votre carrière, vous dire, bah, moi, je vais faire un CV sur 10 ans, avec peut-être des expériences dans 5 ans, j'aimerais faire ça, dans 10 ans, j'aimerais faire ça. Et comment est-ce que je vais réussir à atteindre cet objectif? Donc, définir une stratégie, un plan d'action pour atteindre ces objectifs professionnels, euh, ça va vous permettre, si vous êtes au clair avec votre stratégie, d'attirer ces situations. On parle beaucoup de loi de l'attraction. Si vous êtes au clair sur ce que vous voulez, vous aurez beaucoup plus de chances de l'atteindre. On parle de pensée créatrice, le fait d'avoir une pensée qui va créer des opportunités. On parle, je pense même que ça agit dans l'inconscient, dans notre manière de nous exprimer avec les autres, dans notre manière d'aller à des événements, parce que tout, tout notre inconscient et toute notre personnalité, notre énergie va vers quelque chose qu'on veut profondément. Et donc voilà, un peu de politique, mais bien sûr, qui décide, c'est quoi les fonctionnements internes pour évidemment atteindre ces objectifs. Donc on n'est pas au pays des bisounours, et on a des objectifs, donc il faut les atteindre. Et pour les atteindre, eh ben, c'est évidemment aussi être en contact avec les bonnes personnes. Voilà. Et enfin, la créativité, on dit souvent que, par exemple, Steve Jobs, ce qu'il a fait d'incroyable avec Apple,
c'est que Steve Jobs, lui, a étudié la calligraphie quand il était enfant. Je suis pas spécialement un fan d'Apple, hein, mais les liens qu'il a pu faire en étant passionné d'un sujet, avec finalement en créant des polices originales, un design quand même incroyable, le design d'Apple, qu'on aime ou pas, une simplicité, c'est splendide, et ben, est venu peut-être à la fois donc, de la volonté de Steve Jobs, qu'on aime ou pas, mais aussi voilà, de ses intérêts derrière, parce qu'il a amené d'autres pratiques, il a amené d'autres idées, il a créé une approche différenciante. Donc voilà, nos amis d'outre-Manche disent beaucoup de penser hors de la boîte, hein, amener d'autres pratiques, euh, amener d'autres idées, brainstormer, prendre le temps, voilà, et puis oser se tromper, apprivoiser sa peur de l'échec, voilà, proposer et puis être dans cette logique d'action. D'action, voilà, on dit, je reprends pas mal de proverbes anglais, mais enfin voilà, faire, c'est mieux que parfait. C'est en avançant, en prenant en faisant des actions que on s'améliore. Et voilà, donc cette phrase du père Jacques Sevin, il n'y a que les rêveurs après tout qui réalisent, et qui ne rêvent jamais ne réalisent jamais rien. Voilà. Et enfin, pour terminer, tout simplement, c'est de tenir vos engagements. Euh, La fiabilité, s'il y a bien, je pense, un savoir-être absolument indispensable, c'est de pouvoir dire tout simplement, enfin, quand on s'engage sur quelque chose, c'est de dire, ben voilà, je vais le faire, et si je ne le peux pas, il y a une bonne raison, et on tient au courant la personne. Et moi, je le vois beaucoup d'ailleurs vis-à-vis de candidats, chez des clients ou de personnes que je place. C'est extrêmement rare, hein, les gens qui ont vraiment cette fiabilité de tenir ses engagements, un certain professionnalisme, de dire bah oui, du coup, je m'engage à le faire. Et tout ça, clairement, c'est des choses qui vont renforcer votre marque personnelle et qui va faire que les gens vont vous faire confiance. Donc arriver à l'heure, dire oui, je m'engage à quelque chose. C'est des petites choses comme ça, et c'est vraiment la tarte à la crème des conseils. Mais en fait, c'est rare, les gens vraiment en tout cas, je peux vous dire, dans des recherches d'emploi, dans la vie professionnelle, se tiennent vraiment à ces principes simples et qui, je pense, bah, euh, sont évoqués dans la loi scout. Je suis pas du tout en train de vous dire de ne jamais dire ce à quoi, enfin, si vous avez des difficultés, vous pouvez pas le tenir, ben, c'est la vie, ça arrive. Mais en fait, simplement, c'est pouvoir le dire et pouvoir en parler directement auprès des personnes. Mais d'où l'intérêt cette, euh, de vous dire que mes engagements doivent répondre à des objectifs. Donc, et des objectifs qui vont répondre même à ma stratégie et à ma vision. Donc, vous allez définir des objectifs qui vont vous tenir à cœur. Et donc, ça sera beaucoup plus simple d'être fiable parce que vous aurez envie de tenir ces objectifs, parce que vous ne ferez pas ces objectifs pour un but ou pour une cause qui ne vous convient pas. Vous engagerez à faire quelque chose sur un point qui va vous permettre d'atteindre votre stratégie. Donc voilà, tenir vos engagements, c'est évidemment en lien avec des engagements qui sont bons pour vous et qui sont justes pour vous. Et il n'y a évidemment aucun problème à se désengager d'objectifs, de se désengager d'action, si évidemment, ben voilà, ça ne met pas ça ne crée pas la tempête à bord, et si on le fait en bonne et due forme. Voilà, voilà, j'ai pas mal parlé pendant cette quarantaine de minutes. Donc avec plaisir, si vous avez des questions ou des points en particulier, ça serait avec joie. Merci beaucoup, Maxence, c'était passionnant. Je vais prendre la première question. S'il y en a d'autres
qui en ont, écrivez-les dans le chat. Je vais te poser la première question. J'en ai aussi de mon côté. C'est Charline qui pose la question suivante. Donc, par rapport à ce que tu as dit sur le sens du collectif. Ce qui reste difficile quand on a une mentalité scout et qu'on sait ces leviers que vous nous avez donnés, c'est de savoir faire face avec patience à la bêtise, la paresse, la mauvaise foi, la lâcheté, la passivité. C'est hyper, hyper dur. On a beau connaître tous vos tips, c'est une vraie question, comment faire? Alors, ben, merci Lucie et merci Charline. Euh, Voilà, moi je veux pas me la jouer non plus perdre la morale parce que moi il y a plein de trucs que je fais très mal et pour le coup, enfin voilà, je suis personne pour donner non plus des idées, enfin des retours tout faits. Tout va dépendre évidemment, Charline, de votre situation. En revanche, ce que moi j'ai une croyance, c'est que la bêtise, la paresse, la mauvaise foi, la lâcheté, la passivité. Et c'est complètement d'accord d'être en désaccord. Et enfin voilà, je veux pas faire le mec qui a de la morale. Et enfin voilà. Moi, je crois qu'il y a très peu en fait de vrais comportements de paresse, de mauvaise foi, de lâcheté ou de passivité. Je pense que euh, la- par exemple, la fin, qui une fois compris avec de l'écoute, finalement s'explique. Et je pense que des comportements vraiment profondément méchants de la part des personnes, je pense qu'il y en a très peu. Euh, et plus je pense, plus on développe sa capacité d'écoute, euh, plus je pense qu'on va peut-être développer une certaine entre guillemets, bienveillance par rapport aux autres et comprendre que peut-être s'ils ont agi comme ça, c'est parce qu'ils avaient aussi peut-être leurs raisons. Je dis pas du tout que ça excuse pas, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je pense que le fait de développer ben, sa capacité d'écoute, de compréhension, d'interroger les autres, ça va développer sa capacité à interagir avec les autres, à les comprendre et à poser ses limites aussi. Euh, je vous prends cet exemple. J'ai un de mes amis l'autre jour qui me dit, c'est marrant, euh, moi j'ai eu très peu de mauvaises situations au travail dans ma vie professionnelle. Euh, et c'est vrai que cette personne, c'est un de mes cousins, il a un relationnel assez incroyable et avec beaucoup de fermeté. Enfin, une vraie fermeté, c'est quelqu'un voilà, qui en impose. Mais euh, mais aussi beaucoup de gentillesse, de la compréhension. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'il avait beaucoup de talent pour poser ses limites d'une bonne manière et communiquer les choses sans trop de non-dits. C'est un exemple pour moi. Et voilà. Donc Charlie, enfin, ouais, je pense que c'est pas ce que je pourrais vous dire. Enfin voilà, il n'y a pas de comment faire tout fait parce que je connais pas la spécificité de votre situation. En tout cas, ce que je pense, c'est que réussir aussi à développer sa singularité et sa communication et son écoute va souvent vous permettre, je pense, de poser vos limites et d'adopter le bon positionnement quand des gens essaient de tirer la couverture de leur côté. Merci, Maxence. On a une autre question. Comment faire face à des comportements de stormtrooper de la part de ses managers, c'est-à-dire où l'humain n'existe pas? Ben voilà, en fait, je pense que typiquement, c'est pas c'est compliqué quand j'ai pas de contexte, quand j'ai pas de contexte précis par rapport à cette question. En tout cas, moi, je suis persuadé que les gens qui sont, je vais redire un peu la même chose, je pense profondément que les gens qui ont des actions foncièrement méchantes, il y en a très très peu. Et je pense qu'en effet, il y a des gens qui vont dépasser les choses, euh, mais ben, on dit que son manager, il faut aussi parfois savoir le manager. Et c'est aussi quelle personne, enfin, nous,
qui est de notre responsabilité pour que la communication se passe bien, peut-être que ça peut faire des choses en plus. Et puis après, bah oui, parfois, il y a des gens qui vont faire des choses qui sont pas bien, des choses qui correspondent pas à vos valeurs et du coup, bah, je pense que tout va dépendre de vos objectifs. Est-ce que vous acceptez de rester dans cette situation si ça correspond à vos objectifs? Est-ce qu'au contraire, vous posez clairement vos limites? Heu, Tout va dépendre, je pense, peut-être aussi de vos objectifs, mais parfois il faut aussi savoir penser à soi et adopter le juste positionnement. Si finalement cette personne a une attitude, parfois étonnante, mais que, sur d'autres points vous êtes aussi gagnant et que c'est OK pour vous, et ben voilà, jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Par contre, si c'est une situation qui est trop compliquée, oui, apprendre à poser ses limites. Donc tout dépend vraiment de votre situation. Je peux pas répondre sans trop de contexte. Merci, Maxence. Moi, j'ai une question. Là, justement, quand on parle d'authenticité, de singularité, euh, et on a, enfin, tu as pas mal parlé des leviers marketing pour toucher un auditoire ou pour euh, sortir du lot, si je résume. Ouais. Aujourd'hui, il y a un paradoxe qui est celui des réseaux sociaux, c'est que pour exister, il faut communiquer et ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Si on est trop singulier sur les réseaux sociaux, on risque ce qu'on appelle les haters. Euh, donc, comment est-ce que on réussit à être singulier, authentique, sans pour autant être pris dans quelque chose qui peut être assez désagréable, hein, où tout le monde se met à commenter ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce qu'on a été peut-être un peu clivant. Et donc ça, c'est sur la partie réseaux sociaux. Et en entreprise, moi, j'identifie un autre sujet, mais qui se rejoint, c'est qu'on est dans des cultures qui tendent à être très bienveillantes, où chacun a la parole, hein, les formations à la communication non violente, ça commence à être de plus en plus vulgarisé, où tous les collaborateurs sont formés à ça, etc. Et du coup, peut passer pour de la singularité malvenue ou de l'affirmation de soi ou peut-être une façon d'écraser les autres, ce qui souhaitait n'être que simplement de l'authenticité ou de la singularité. Donc une forme de soft skills qui se retourne contre elle-même parce que la culture ouais, de la bienveillance qui a du bon par ailleurs a pris beaucoup de place euh, et que sur les réseaux sociaux, on en fait l'expérience. Dès lors qu'on sort un peu du bois, tout de suite, on peut, voilà. Mmh. Merci, merci Lucie. Déjà, je pense que par rapport à la première question, concernant les réseaux sociaux, heu d'ailleurs, je le vois beaucoup, hein, sur LinkedIn, hein. Les gens qui ont le plus d'engagement, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais d'ailleurs, on peut faire ça dans plein d'autres domaines. Dans les sports de combat, en fait, on voit les gens quand ils font de la boxe, du MMA, des choses, en fait, ils se mettent en scène, ils ont des phrases clivantes, et cetera. Et ça permet d'engager beaucoup plus les foules et de les faire, en fait, d'avoir un groupe pour, un groupe contre. Je suis pas du tout en train de vous dire de faire ça, attention. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de créer un certain, en tout cas sa singularité, ça va vous permettre d'attirer auprès de vous des gens qui vont être plus, entre guillemets, peut-être plus investis, qui vont être plus prêts à passer à l'action, qui vont être, à qui vous allez plus parler. Et on parle même aussi beaucoup aujourd'hui, il y a un épisode formidable d'une émission qui s'appelle Marketing Mania sur YouTube, je ne sais pas si certains connaissent, et qui parle justement du marketing par les valeurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font leur marketing et qui segmentent leur clientèle avec les valeurs. Bah, voilà, certains vont dire: «Bah, en fait, moi je suis, woke, et du coup, dans mes publications, et beh, c'est comme ça. Moi je suis ultra féministe, c'est comme ça. Moi je suis catho, et c'est comme ça». Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, parce que ça engage plus. Après concernant nous, notre réaction par rapport à tout ça, je pense que tout dépend de vos objectifs et tout dépend aussi de ce que vous êtes prêt aussi
à assumer comme, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme réaction? Heu, c'est sûr que se montrer au grand public avec des opinions peut-être qui sortent un peu du bois, et beh, parfois, oui, c'est sûr qu'il y a un certain risque. Et donc c'est à quel point est-ce que dans votre communication vous allez, être clivant. Et ça, je pense que c'est une réflexion qui doit vous être propre. Et voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de youtubeurs qui ont beaucoup de succès, qui souvent, peuvent être dépressifs, et qui peuvent subir des choses extrêmement dures. Donc enfin voilà, c'est sûr que c'est particulièrement exigeant, de soutenir ce genre de choses, et ça, c'est sûr. En tout cas, je pense qu'il y a cette vraie logique sous-jacente dans le marketing, dans son marketing personnel, d'avoir ce côté singulier et légèrement clivant ou clivant pour attirer à nous des personnes, qui vont plus nous correspondre. Et concernant la deuxième chose, la deuxième partie, Lucie, sur être soi en entreprise, enfin, tu me dis si je me trompe, mais en gros, est-ce qu'être trop soi, peut-être que ça peut donner l'impression d'une confiance en soi peut-être un peu dominante par rapport aux autres? Est-ce que c'est ça, ou pas exactement? Oui, il y a ça, et puis il y a le fait de se sentir rapidement exposé quand on dévoile un peu qui on est. Et paradoxalement, on dit beaucoup montrer votre vulnérabilité, et finalement, on s'aperçoit que la culture de bienveillance vient beaucoup lisser les choses, et donc quand on s'expose un peu soi-même, on s'expose en fait énormément. Et donc, je ne sais pas si c'est un vécu personnel mais voilà, j'ai l'impression que la personne qui est un peu saillante en entreprise, pour une raison ou une autre, va être un peu, va ressortir de façon très nette. Et donc, ça peut être difficile à vivre pour soi-même. Ouais, et du coup, je pense que chaque situation, est différente. Heu, je je pense, heu et là, du coup, je vais parler de mon cas personnel, notamment dans la tech, qui est extrêmement woke, ou des environnements, enfin voilà, moi je suis catho et j'en ai toujours parlé simplement, et je je pense même que quand c'est bien fait, ça peut être un vrai, atout sympathie, et un vrai atout, parce qu'on sait que la personne en face de nous est vraie, elle nous ment pas, elle parle avec simplicité, elle dit ce qu'elle pense, mais en fait, c'est juste ne pas accuser les autres, en fait. Heu et d'ailleurs, c'est drôle, je vous dis ça parce que moi, j'ai vécu, quelques années en Tunisie, et j'ai toujours parlé simplement de ma foi et de qui j'étais, et du fait que j'étais fier de ma culture, et que j'ai toujours, ma culture française, et que j'étais passionné de ma culture. Mais en fait, au contraire, je pense que les gens, en Tunisie, j'ai toujours eu ce retour, que les gens, appréciaient vraiment, le fait que, en fait, on parle à une personne qui sait, qui aussi, a une culture qui est profonde, qui est sincère, ouais, qui est sûrement profonde, peut-être plus, qui est subtile, et donc on parle pas à quelqu'un peut-être qui a enfin voilà, qui qui a une personnalité, peut-être beaucoup plus classique, et qu'on retrouve beaucoup plus facilement. Heu, donc moi je pense que tout dépend comment c'est fait, aussi en fonction de, oui, évidemment, on n'est pas dans le jugement, on n'accuse pas l'autre, et on n'est pas là pour dire, «Moi je suis mieux» ou pas, mais juste, quand on parle de soi, et qu'en fait on montre qu'on est une personne cohérente, bien dans ses baskets, et qu'en fait on respecte l'autre. Moi je suis sûr que c'est moi j'ai plutôt la croyance que même on est très apprécié, parce on n'est pas non plus, dans la norme, tout le monde, a les mêmes idées, regarde les mêmes séries, mange la même bouffe et fait les mêmes sorties le week-end, quoi. Heu, donc moi je trouve ça assez chouette, et je suis sûr même que c'est quelque chose qui fait qu'on est assez apprécié. En tout cas, j'ai cette croyance, mais je pense que tout est dans la subtilité et comment c'est fait.
Ouais, je sais pas, Lucie, si j'ai répondu Si, à tes tout questions. à fait. Si, tout à fait. Et je pense en t'entendant qu'effectivement, c'est une expérience qu'on peut vivre soi-même en étant soi-même en entreprise, que les gens apprécient ce côté un peu saillant qu'on peut assumer. Euh, Néanmoins, je trouve qu'il faut le porter, quoi. Il y a quelque chose à Ouais, porter, à endosser. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? N'hésitez pas, il nous reste 3 minutes. J'en ai une autre en attendant si quelqu'un veut se manifester. Tu as parlé de l'importance du regard dans les techniques d'art oratoire. Quand on est en visio, bon, c'est plus facile d'avoir moins de gestes parasites. Néanmoins, est-ce que il y a quelque chose, un effort à apporter pour maintenir l'intensité? Est-ce qu'il y a des techniques en particulier? Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur le body language en visio ou voilà, des ouais. conseils que tu aurais? Euh, Moi, je pense qu'en visio, et je suis pas un spécialiste de l'art oratoire en visio. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'art oratoire, mais c'est vrai qu'en visio, pas spécialement. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus attention à sa tonalité et à ce qu'on appelle le paraverbal. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais sur YouTube ou sur les shorts, sur TikTok, etc., c'est ah, oh, ils en font beaucoup trop, mais parce que c'est ce qui va souvent permettre de maintenir l'intention. Donc moi, je pense qu'il faut être un peu plus insistant sur enfin voilà, il y a une phrase qui dit on change jamais assez de tonalité. Euh, et ben, je pense que quand on est en visio, pour engager son auditoire au maximum, il faut peut-être faire des tonalités encore plus fortes et faire des écarts de tonalité encore plus forts. Mais je pense que le regard est tout aussi important, même en visio. Euh, voilà, parce que, et ça, je trouve ça assez intéressant, c'est se dire, en fait, quand on est dans le regard, quand on regarde l'autre, moi, Lucie, quand je te regarde, du coup, je vais être moins en train de réfléchir et d'être comme l'enfant qui a appris sa poésie et qui fait des non, parce que souvent, les mots viennent tout seuls. Quand je suis dans le moment, les mots viennent tout seuls parce que je te regarde. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, quand on est dans le regard, euh, c'est à ce moment-là que notre voix va s'adapter. Parce qu'on va être en lien avec les autres. On dit qu'il y a les neurones miroirs, etc. Et une bonne réponse pour avoir la bonne voix, ben, c'est de regarder beaucoup les autres. Parce qu'on va s'adapter naturellement aux autres. Et c'est sûrement un des trucs les plus puissants. Enfin voilà, surtout quand on parle d'un oratoire pour une personne qui n'a pas envie d'être l'ultra spécialiste, avoir un bon regard, ben, c'est souvent et vraiment regarder l'autre, quoi. Pas regarder personne dans une assemblée, mais regarder différentes personnes et les fixer quelque temps. C'est souvent un des meilleurs conseils pour pour avoir un discours clair. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup, Maxence. On n'a pas d'autres questions pour ce soir. Un petit rappel, du coup, pour terminer de l'agenda. Nous avons cette semaine une conférence qui n'est pas directement sur la vie professionnelle, mais qui peut servir. On a parlé de le scout et courtois et chevaleresque et du côté bonne poire hein, qu'on peut développer quand on a une forme d'éducation à l'altruisme. Le 7 octobre, non, pardon, le 26 septembre, donc jeudi, on a une conférence d'un psychologue qui va nous parler de la culpabilité, comment l'apprivoiser, la gérer et en faire quelque chose. Donc, c'est pas sur la vie professionnelle, mais ça l'englobe. Le 7 octobre, être chrétien, heureux et fécond au travail. Le 18 novembre, génération Z et génération X et Z plutôt, quand les opposés cohabitent ensemble en entreprise. Et le 25 novembre, un petit coaching sur CV, lettre de motivation, etc. Quelques conseils. Et on a, non, on a un commentaire dans le chat de Magali
qui est nouvelle sur le RASO et qui te remercie, Maxence, pour ce topo vraiment intéressant. Merci Magali. Voilà. Et ben, merci à tous pour votre participation et vous retrouverez la conférence de Maxence sur la chaîne YouTube du RASO. Merci Bruno. Merci beaucoup à tous et merci Maxence. Merci. Bonne Merci. soirée. Au revoir.